BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, notre invité, c'est Alexia Bertrand, chef de groupe du mouvement réformateur au Parlement régional bruxellois. Bonjour Alexia Bertrand. Bonjour Fabrice Merci Grosfilet. d'être avec nous. On va peut-être commencer par l'extension du Covid Safe Ticket, qui va donc devenir a priori, à partir du 1er octobre, nécessaire pour un certain nombre d'activités en région bruxelloise. Le mouvement réformateur l'approuvera ou ne l'approuvera pas, cette extension ? Écoutez, moi comme bruxelloise, je regrette qu'on soit la seule région où cette question se pose, parce qu'en fait, on n'en serait pas là si la vaccination avait été réussie et si on avait des taux équivalents aux deux autres régions. Et donc ceci, c'est l'échec avant tout de la vaccination. Et ce que je peux vous dire, Fabrice Grosfilet, c'est que le Covid Safe Ticket, il ne remplacera pas une campagne de fond, une campagne de conviction sur la vaccination. Alors moi, j'attends toujours, vous me demandez si on l'approuvera, mais je n'ai aucune information sur les modalités du Covid Safe Ticket. On sait que ça va a priori concerner un certain nombre de secteurs. Lesquels ? La culture, probablement l'ORECA, les boîtes de nuit, ça semble une certitude. Alors vous dites probablement, mais j'en sais aussi peu que vous. Et en fait, je rejoins le professeur Copiters qui vient nous dire si ça a vocation à rendre la vie des gens au quotidien absolument impossible, en fait, c'est une obligation vaccinale déguisée. Donc si pour aller acheter votre journal, pour aller au supermarché, pour faire toute une série d'activités, en fait, on vous réclame demain un Covid Safe Ticket. On ne parle pas des commerces pour l'instant, on parle de l'ORECA. Ça avait été évoqué et aujourd'hui, ça n'est pas clair. Ça a été retiré de la liste de l'accord de coopération. Par contre, dans la liste de l'accord de coopération, il y a bien l'ORECA. Alors, il y a toute une série de secteurs, effectivement, et j'entends qu'il n'y a pas d'accord entre le gouvernement bruxellois qui, en fait, ne sait ni quel est l'objectif de son Covid Safe Ticket. Est-ce que c'est pousser à la vaccination ? Est-ce que c'est une vaccination obligatoire forcée ? Est-ce que c'est diminuer la transmission ? Quel est l'objectif de ce Covid Safe Ticket ? Aujourd'hui, personne ne peut répondre à cette question. Or, j'entends quand même pas mal d'épidémiologistes qui nous disent, en réalité, si c'est pour diminuer la transmission, attention, prudence, parce que ce n'est peut-être pas le moyen le plus efficace. Même entre vaccinés, il faut rester prudent. Aujourd'hui, vous entendez comme moi beaucoup de doubles vaccinés qui font des Covid. Et donc, les gestes barrières restent malgré tout très important. Oui, ça veut dire que ce n'est pas la solution, on peut s'en passer du Covid Safe Ticket. Beaucoup disent non, en fait à Bruxelles on n'a plus vraiment le choix, les chiffres de contamination sont hauts, les hôpitaux recommencent à être saturés, et même si ce n'est pas une bonne solution, c'est moins dramatique que de devoir à nouveau fermer les secteurs. Mais comme je vous dis, ça masque l'échec de la vaccination, et donc ce qui est indispensable pour nous, c'est de commencer enfin la phase de conviction qui n'a pas été faite à Bruxelles. Elle n'a pas été faite. On n'est plus dans la phase de sensibilisation ou d'information. On doit convaincre. Et parfois, je me demande, quand j'entends d'ailleurs les agents de terrain qui disent « je ne suis pas là pour convaincre, je suis là pour informer », est-ce que le gouvernement bruxellois lui-même est convaincu du bien fondé de la vaccination? Parce que ce travail-là, il n'a pas été fait. Et aujourd'hui, quand j'entends finalement qu'on passe la conviction et qu'on loupe cette phase-là et qu'on passe directement à la coercition, je me pose quand même des questions. Ouais. Est-ce que vous diriez, comme Céline Frémaux, qui était notre invitée vendredi, que Alain Marron, s'il est mal à l'aise, doit en tirer les conséquences? C'est une phrase qu'elle a prononcée lors de l'interview de vendredi. Mais écoutez, moi j'entends ce qui se dit même au sein du gouvernement bruxellois. J'entends ce qu'a dit Ridouane Chahid, le chef de groupe du Parti Socialiste, qui a reconnu lui-même que la vaccination c'était un échec à Bruxelles et qu'en fait on n'a pas donné les moyens aux bourgmestres et aux communes. Et c'est vrai que ça, c'est un réel problème, Fabrice Grosfilet. Ils ont voulu faire des grands centres de vaccination. Il y a eu des demandes d'antennes locales qui ne sont pas arrivées. Les vaccibus sont arrivés extrêmement tard. C'était trop peu, trop tard. La nouvelle stratégie vaccinale n'est toujours pas en place avec les entreprises, avec les citoyens. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Que le taux de vaccination à Bruxelles ne remonte pas encore suffisamment et que l'écart continue de se creuser avec les autres grandes villes. Ouais. Et donc moi, ce que j'attends aujourd'hui du ministre de la Santé, c'est que rapidement, il y a une stratégie efficace. On en est encore à Bruxelles. Le gouvernement bruxellois et le ministre de la Santé bruxellois a recruté des project managers vaccination. Enfin, vous vous rendez compte où on en est ? On est le 12-13 septembre aujourd'hui et on est en train de recruter des personnes qui sont censées coordonner la campagne de vaccination. Donc je peux vous dire qu'en tout cas, les Bruxellois, les Bruxelloises, tout le secteur de l'ORECA, du commerce, le secteur économique qui a déjà pris la crise de plein fouet à Bruxelles plus que dans les deux autres régions, en pâtissent au quotidien. Oui. Je repose ma question. Est-ce que, comme Céline Frémaux, vous suggérez, comme elle l'a fait, que Alain Marron soit amené à faire un pas de côté ou pas ? Est-ce qu'il est personnellement responsable ? Je pose ma question autrement.
Alors, chaque ministre porte évidemment une responsabilité dans ses compétences. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est Alain Marron qui est le ministre de la Santé et qui est en charge aujourd'hui de la réussite de la vaccination à Bruxelles, comme les Waterbeek en Flandre, comme les Christie Montréal en Wallonie. Donc, évidemment, moi, j'aimerais maintenant qu'on voit des choses bouger extrêmement rapidement, et effectivement, si les choses ne bougent pas et les taux de vaccination ne remontent pas rapidement à Bruxelles, je pense qu'il y aura des sérieuses questions à se poser. Ouais. Est-ce que ça indique pas quand même, malgré tout, qu'il y a une grosse difficulté à Bruxelles, au-delà de l'activité du gouvernement, dans notre capacité à parler à l'ensemble des Bruxellois, hein, les 1 200 000 personnes qui habitent en région bruxelloise, où on se rend compte que finalement, il y a une partie de la population qui n'écoute plus le gouvernement, mais qui n'écoute plus non plus les médias, qui n'écoute plus les médecins, qui n'écoute plus les autorités scientifiques. C'est pas ça le problème? Il n'est pas plus grave que la simple vaccination? Alors, je pense que moi, ce que je fais comme constat, c'est qu'on est face à un gouvernement bruxellois qui ne connaît pas sa population. Il ne la connaît pas. On sait que 40% des Bruxellois n'ont pas de médecin traitant. On sait d'ailleurs dans quelles communes ce problème est plus important qu'ailleurs. Il y a d'autres grandes villes, Charleroi, Liège, Anvers, Borgerhout en particulier dans la banlieue d'Anvers, qui connaissent les mêmes difficultés, et toutes ces régions, toutes ces villes, ont des taux de vaccination plus importants. Pourquoi? Parce qu'il y a des choix qui ont été faits. On est un petit peu au-dessus, mais pas nettement au-dessus non plus. Alors, si, quand même, les chiffres sont plus importants, je peux vous les retrouver, je les ai ici dans mes feuilles, mais j'aimerais continuer le débat. C'est de vous dire d'abord qu'il y a des stratégies différentes qui ont été adaptées. Il y a eu des stratégies beaucoup plus locales. En Wallonie, on a décentralisé, il y a eu toute une série d'antennes locales. Ici, le ministre de la Santé a misé sur 10 grands centres. Et il y a des antennes locales qui n'ont pas été mises sur pied rapidement. À nouveau, les vaccibus elles le sont maintenant, ou elles vont l'être maintenant? J'espère qu'elles vont l'être maintenant. Effectivement, on en voit arriver. Mais je peux vous dire qu'il y a toute une série de moyens qui n'ont pas été utilisés pour atteindre certaines populations à Bruxelles. Est-ce qu'il faut penser à l'obligation vaccinale, c'est-à-dire rendre clairement ce vaccin obligatoire? Alors écoutez, moi comme libérale, c'est toujours difficile de parler d'une obligation vaccinale, a fortiori... Sophie Wilmès s'est dit ouverte au débat. Alors, ce qu'elle a dit, c'est ouverte au débat. Je pense qu'il ne faut jamais pouvoir fermer un débat. Et surtout, ce qu'elle a dit, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'hypocrisie. Si, en fait, par le Covid Pass, ce qui est visé, c'est une obligation vaccinale, il faut avoir l'honnêteté de le dire aux gens. Et puis, la question, c'est aussi, quel est le taux qu'on veut atteindre? Les experts nous parlaient de 70%. Vous vous en souviendrez, il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Aujourd'hui, c'est quoi le taux? Moi, je ne sais pas. J'aimerais entendre les experts sur le sujet. Est-ce qu'il faut atteindre une couverture de 100% de la population? Est-ce que ça va permettre d'atteindre une immunité de groupe? Oui, non, je ne peux pas répondre à ces questions, je ne suis pas scientifique. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la phase de conviction, c'est-à-dire convaincre de la nécessité d'une proposition, c'est plus la sensibilisation ou l'information, ça, on n'y est pas encore arrivé à Bruxelles. Et je pense que la région wallonne et la région flamande ont été plus loin aujourd'hui dans ce travail-là. Et quand Bart de Wever dit moi j'ai pas envie d'attendre la région bruxelloise et je veux pouvoir laisser tomber le masque en Flandre, c'est une manière de bâcher Bruxelles ou pas? Mais écoutez, il fait de la politique, il est en Flandre, il parle à son électorat et il dit ce qu'il veut. Moi, je parle aux Bruxellois et aux Bruxelloises et je constate, comme les Bruxelloises et les Bruxellois, que nous sommes dans une mauvaise posture, que les chiffres de contamination remontent, que la vaccination n'augmente pas et qu'il y a un travail qui doit être fait et rapidement. Alors, deux rapides autres questions, si vous voulez bien, Alexia Bertrand. La première, toujours en tant que chef de groupe au Parlement régional bruxellois, c'est visiblement, parce que c'est pas officiel non plus, le report de Smart Move, donc la taxe kilométrique intelligente dont on comprend qu'elle pourrait ne pas voir le jour pendant cette législature. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Rudy Vervoort. Ça veut dire que vous avez gagné? Alors, je ne sais pas si Smart Move c'est devenu un sketch ou une blague belge ou une blague bruxelloise, mais en tout cas, c'est absolument inimaginable ce qu'on a vécu et je considère que le gouvernement bruxellois a pris les Bruxellois en otage. En otage, pourquoi? Parce que ce projet, de toute façon, il était mort-né d'entrée de jeu. Il n'y a jamais eu la concertation, qui était même annoncée pourtant dans l'accord de gouvernement. Il n'y a pas d'accord au sein du gouvernement bruxellois lui-même, puisque tout le monde se tape dessus. Et puis, en plus, ça coûte de l'argent qui a déjà été investi, 68 millions d'euros, et qui a été pris sur les fonds de relance. Vous vous rendez compte, Fabrice Grosfilet, on est en train de priver les Bruxellois de 68 millions d'euros des fonds de relance pour un projet qui ne verra pas le jour. Et on nous explique par ailleurs, le gouvernement bruxellois, qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que cet argent servira pour les caméras ANPR pour la zone de basse émission. Alors je peux vous dire qu'on n'a absolument pas besoin de ces caméras pour ça, puisqu'il y a déjà
330 caméras ANPR qui suffisent largement pour une lèse. Et donc, nous annoncer ça le même jour d'ailleurs que sort une étude de la Ligue des familles qui dit exactement ce que le mouvement réformateur dit maintenant depuis des mois, c'est-à-dire que ça va pénaliser le travailleur. Et il y a une maman qui doit faire des navettes domicile, crèche, école, travail, où on voit qu'elle va devoir payer 900 euros supplémentaires. Une dame qui est psychologue et qui doit se déplacer à plusieurs endroits. Donc, Smart Move, c'est un échec complet, parce que tant dans la forme que dans le fond, que dans le gaspillage d'argent, et c'est ça qui me fâche le plus, c'est qu'on a perdu du temps, et quand on voit les priorités qu'il y a à Bruxelles, on peut quand même se demander si ces 68 millions étaient bien dépensés. Si vous êtes dans une majorité après 2024, vous accepterez de parler de Smart Move ou pas? Et on a toujours dit que nous, on était ouverts à revoir une fiscalité aussi sur l'usage, mais que ça doit se faire en concertation et ça doit se faire sur le territoire national. Et puis, on a d'autres propositions sur la fiscalité qui travaillent sur l'éco-score et qui travaillent sur des critères environnementaux qui font sens. Dernière question, Alexia Bertrand. Cette fois-ci, c'est à l'EU de Woluwe-Saint-Pierre que je m'adresse. Il y a eu un accord entre la région bruxelloise et la commune de Woluwe-Saint-Pierre sur le site des Dames Blanches avec la construction de logements, et y compris de logements sociaux, mais dans des proportions qui restent relativement modestes. Le bourgmestre a bien négocié ou pas? Écoutez, c'est un tournant quand même. C'est pas anodin ce qui s'est passé. Ça fait 40 ans que cet espace, ce champ, ce dernier champ non bâti à Woluwe-Saint-Pierre de 9 hectares est en discussion. Et je constate qu'aujourd'hui, la commune est devenue la complice de la région dans une politique. Quand on est complice, c'est qu'on fait un forfait. Mais faire du logement social en bloc, on sait tous. C'est des petits blocs, Alexia Bertrand, non? Alors, c'est l'échec de la politique de logement social de la région. Et ici, le bourgmestre a accepté, sur ce champ, 3/5 de logements sociaux, sur les 200 logements qui seraient construits, 3/5. Donc, ça va à l'encontre de ce qui était annoncé. Ça fait que 120 logements sociaux, et c'est tiers. que des bâtiments avec 3 étages, et la moitié du champ ne sera pas bâti. Alors, la moitié du champ ne sera pas bâti, me dites-vous. Moi, je parle aux riverains, j'ai lu le protocole d'accord, et je pense que personne n'est dupe. Il n'y a absolument aucune garantie que le restant du champ, à terme, ne sera pas battu. Benoît Surex s'y est engagé sur cette antenne. Alors, qu'est-ce que ça vaut un engagement comme cela si vous n'avez pas un contrat écrit? Il y a d'autres parties, il n'est pas seul. Il y a aussi la région, il y a la SLRB. Et si vous n'avez pas un engagement solide et si vous n'avez pas les fonds financiers pour racheter la partie du terrain qui est non bâtie comme il s'engage à le faire, eh bien, cela restera lettre morte. Et vous savez comme moi que ce qui se passe dans 15 ans, quand on n'y est plus, en général, ça n'est pas la priorité première. Et si vous y êtes, parce que vous pourriez être bourgmestre un jour de Woluwe-Saint-Pierre, vous ne bâtirez pas. Alors, je ne bâtirai pas, mais je n'aimerais pas qu'on me laisse dans une situation qui est à ce point mal négociée aujourd'hui que j'ai les bras liés, les pieds, les poings liés, parce que financièrement, il ne serait pas possible de racheter la partie non bâtie, ou que le contrat ne nous laisse aucune marge de manœuvre à l'égard de la région ou de la SLRB. Merci beaucoup, Alexia Bertrand. Merci d'avoir été notre invité, donc chef de groupe du mouvement réformateur au Parlement régional bruxellois et également conseillère communale à Woluwe-Saint-Pierre. Merci à vous.